Bienvenue, mesdames et messieurs, une fois de plus dans votre émission des cryptos, votre émission des analyses, des actualités issues dans la République démocratique du Congo, chaque vendredi 21 h et samedi 15 h sur la chaîne Radio Télé Évangile Éternel. Mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez ici. Une fois de plus, nous recevons un digne fils du pays. Nous allons parler de la République démocratique du Congo sans doute. Mesdames et messieurs, la grande question aujourd'hui, on se pose, est-ce que les Congolais sont contents de ce Congo d'aujourd'hui? Est-ce que le Congo d'aujourd'hui donne la joie aux Congolais? Et c'est ça que nous allons en parler et nous allons analyser les actualités ici dans la République démocratique du Congo. Nous avons notre invité, le Monsieur Bongongo. Nous vous saluons, Monsieur Bongongo. Merci et paix et grâce chez vous. Ok, nous vous laissons le temps de vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Voilà. Bien. J'ai une brève présentation de moi-même. Ce n'est pas aisé. Je suis donc citoyen congolais, fils du pays. À mon 3e âge, je suis à la retraite au plan professionnel, mais retraite ne signifie pas que j'ai rangé mon arsenal. Donc je continue à réfléchir, je continue à analyser et je me donne aujourd'hui le plaisir, l'honneur de partager avec vous et avec vos téléspectateurs mes réflexions en rapport avec le sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe tous. Congolais, sommes-nous contents? Congolais, sommes-nous fiers? Donc l'homme qui est devant vous est un homme, je dirais en un mot, honteux. Je suis honteux d'appartenir à ce qu'on peut appeler aujourd'hui élite congolaise. Monsieur Bongongo, encore des ambitions? Oui, certainement, mais ambition pour être au service de la communauté. Je suis chrétien, catholique, laïque, engagé, et je considère que tant que Dieu créateur me donne le souffle, tant qu'il me donne l'énergie, tant qu'il me donne l'intelligence, tant qu'il me donne de la sagesse, eh bien, dans mon statut d'ancien, parce que je suis un ancien, je peux et je dois encore servir. Ok, votre présentation a été aussi brève. Il a fallu donner l'opportunité à certaines personnes qui nous suivent. Quelles sont vos responsabilités que vous avez assignées à ces pays? Bien, je suis de formation ingénieur, je suis ingénieur civil de construction et j'ai travaillé principalement dans le secteur de l'eau, je peux dire de l'énergie. 45 ans de vie professionnelle au sein et à la tête de la Régie des eaux que vous connaissez, avec quelques prestations au niveau de cabinet ministériel, notamment de l'énergie. J'ai eu à diriger en qualité d'agent le cabinet du ministre de l'énergie. Et pendant ma carrière, je peux dire que j'ai servi au niveau des études, j'ai servi au niveau des projets globalement, l'exécution des projets, la mise en œuvre des projets, le suivi, l'évaluation. J'ai été aussi planificateur en majeure partie et surtout pendant 10 ans, j'ai été le numéro 2 de la Régie des eaux. Nous sommes là sous la Deuxième République, donc de 1988 à 1996 avec l'arrivée de l'AFDEL. Donc on peut dire 9 ans, 10 ans, j'ai été le numéro 2 de la Régie des eaux, soit l'adjoint de M. Tchongo, l'illustre PDG d'heureuse mémoire. Ok, merci. Juste une parenthèse.
Pouvez-vous nous dire si vous étiez fier aujourd'hui de votre gestion à l'énergie? Bien, j'ai dit tout à l'heure que je suis, en un mot, je suis honteux. Vous savez, la honte, c'est un sentiment ambivalent. Honte d'avoir mal fait ou honte de n'avoir pas pu faire en sorte que les méchants fassent le mal. Donc je me retrouve dans ces sentiments-là, submergé par ces sentiments. Mais personnellement, je dois reconnaître que nous avions abattu un travail de titan au sein et à la tête de l'Archidiso. Vous savez, il n'y a pas à comparer. Le tableau, il est là. Moi qui suis planificateur, je suis bien placé pour vous faire des évaluations comparées. Ok, juste dans quelques minutes, vous pouvez nous tracer le tableau. Quelles sont vos réalisations que vous avez faites lorsque vous étiez là? Bon, l'Archidiso, je me souviens qu'à l'arrivée de l'AFDEL, entre guillemets, les libérateurs, le chef de l'État, M. Kabila, avait demandé aux dirigeants en place de préparer les rapports sur les entreprises depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de mai 1997. Eh bien, en ce moment-là, M. Tchongo Tchibin Kubula Watumba était retenu avec beaucoup d'autres dignitaires de la Deuxième République à l'Amigo de la Gombe, et j'avais la charge de préparer le rapport de sa gestion de 25 ans. Parce que cet homme... 25 ans. 25 ans, oui, parce qu'il était à la tête de l'Archidiso depuis 1972 jusqu'en 1997. Donc cela faisait 25 ans. J'ai eu la chance de faire équipe duo avec un homme, je peux aujourd'hui le dire, sans crainte d'être contredit, que c'était le meilleur PDG d'entreprise publique pendant le régime Mobutu. Et il n'y a pas autre raison pour laquelle le président Mobutu l'avait maintenu à la tête de la société, de 1972 jusqu'à 1997. Eh bien, quand j'ai préparé ce rapport avec les collègues membres du comité de gestion, il était relevé, et je pense que le directeur des cabinets adjoint de M. Kabila à l'époque, c'était Emile Kanengele, il peut témoigner. Eh bien, c'était attesté que l'Archidiso avait eu des performances inouïes. Pour preuve, d'après les critères de classification des entreprises publiques, l'Archidiso était dans la catégorie B. Et à la suite des résultats du premier contrat programme, parce que nous sommes, l'Archidiso est la toute première entreprise du pays à avoir contracté un programme avec le gouvernement zaïrois à l'époque, de 88 à 90. Eh bien, on a réalisé une grosse performance sur ce premier contrat programme triennal. Nous avions négocié et signé une lettre programme pour l'année 92. C'était également une grosse performance. Et de 93 à 95, c'était la plus belle performance à travers des indicateurs objectifs. Eh bien, le gouvernement avait pris la décision de porter l'Archidiso du groupe B au groupe A. Dans le groupe A, il n'y avait que les entreprises comme la SNEL, la GECAMINE, SNCZ à l'époque, mais l'Archidiso, dont les chiffres d'affaires étaient plutôt relativement faibles, avait été porté, élevé au rang des entreprises du groupe A, tout simplement parce que nous avions réalisé des performances énormes. Et ces performances se résument en ceci. Les taux de desserte en eau potable en milieu urbain était porté de 42% en 1981 à 70% en 1996.
Donc voilà, l'ensemble, l'intégrale de nos réalisations s'était manifesté par ce résultat-là, qui est incontestable. Mais quand vous prenez la situation aujourd'hui, c'est vrai que la population a augmenté exponentiellement, je peux le dire. Mais les réalisations n'ont pas suivi et n'ont même pas permis de résorber la demande liée à l'accroissement démographique, tout simplement. Ok, tout justement, c'est ça ma question, je voulais vous poser. Plus de 20 ans, depuis que vous avez fait tout ce que vous avez fait à la Régie des eaux. Aujourd'hui, plus de 20 ans. Et même aujourd'hui à Kinshasa, les gens manquent encore d'eau. Comment on peut comprendre cela et résumer cela? Oui, et la question, je préfère ne pas focaliser mon opinion sur l'eau uniquement. C'est l'ensemble des services publics. Bien sûr, l'eau en tête, quand on prend la demande, les priorités des attentes sociales de nos populations, l'eau vient en tête. L'électricité en deuxième lieu, ainsi de suite. Eh bien, tous les services publics, je me rappelle qu'il y avait eu des enquêtes qui avaient été menées par le gouvernement avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale en 2010 pour évaluer la situation des services publics. Chez nous aujourd'hui, pendant les campagnes électorales, tel candidat président de la République a ma vision du Congo. Non. Ah non. La vision du Congo, c'est le peuple congolais lui-même qui doit d'abord se choisir ce destin. Le candidat président de la République, c'est celui qui va conduire des équipes pour la mise en œuvre de ce destin-là. Mais c'est le destin choisi, voulu par les Congolais eux-mêmes. C'est ça ma voix. Je parle de la dissidence. Je suis honteux, mais je ne dois pas m'arrêter là. Il ne faut pas laisser le Congo chavirer, dériver. Parce que le 30 juin, c'est l'image de Joseph Stiglitz, quand il parlait des économies de nos pays aujourd'hui. Quand nous avons pris, quand on a levé les ancres, les amarres, du navire, du grand navire battant pavillon Congo, le 30 juin 1960, eh bien ce navire, on n'avait pas colmaté les trous des coques. On n'avait pas mis les GPS, enfin, les boussoles qu'il fallait. On n'avait pas équipé les mécaniciens. Il n'y avait même pas de gilets de sauvetage. On s'est mis comme ça. Et plus grave encore, on n'avait pas fixé le port de destination. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de comprendre que l'indépendance ne suffit pas pour nos Congolais? Oui, l'indépendance, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de l'indépendance. Quand on ne fait rien, on n'est pas indépendant. Aujourd'hui, le Congo n'est pas indépendant. Dans les faits, regardez un peu nos comportements, s'il vous plaît. Prenez même les gouvernements congolais. La souveraineté monétaire. Regardez, toutes les transactions en dollars américains. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Donc, je suis en train de dire ceci. La démarche, la dissidence intellectuelle et morale, moi je me veux dissident, une dissidence par rapport à ce que nous avons toujours fait jusqu'ici. Parce que c'est Einstein qui avertissait. Si vous faites la même chose de la même manière, ne vous attendez pas à ce que vous obteniez des résultats différents. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue, nous parlons de pacte, nous parlons de ceci pour résoudre la crise. Non. Okay, le Congo doit commencer par se fonder. Se fonder, et nous avons une date de fondation, c'est le 7 juillet 1885. D'ailleurs, toutes les autres dates, il faut les oublier. Comment? Puisque le Congo qui a été fondé, proclamé le 7 juillet à Vivi, notre première capitale, 1885, ce Congo a été dessiné, voulu par les Belges, exclusivement. D'ailleurs, prenez
la loi fondamentale de 1960, à l'accession du pays à l'indépendance. Nous avions, non pas une constitution, mais la loi fondamentale. Mais qui a préparé la loi fondamentale? C'est le Parlement belge. Et dans ce Parlement belge, il n'y avait pas un sujet de la colonie du Congo qui siégeait. Donc, c'est exclusivement la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution la première, a été préparée par les Belges, sans consulter les Congolais. Et pour preuve, prenez même les textes actuels. J'ai suivi un compatriote qui était en procès avec une banque commerciale. Il a gagné, il invoquait un décret royal. Dernièrement, un ministre provincial a lancé un communiqué, une décision en rapport avec l'exposition des malades à des places comme Kintambo, Magasin, etc. Lisez ce message. Vous trouvez qu'il invoque une disposition d'un décret royal. OK? Pourquoi? Parce que dans la loi fondamentale, je crois article 3 ou 4, il avait été dit que toute disposition légale ou réglementaire qui n'aurait pas encore été modifiée, abrogée, supprimée ou modifiée par le Parlement congolais après 1960 reste en application. Ainsi, vous avez énormément de textes royaux, des décrets, qui sont encore en application par l'administration congolaise aujourd'hui, 65 ans après. Pourquoi? Parce que le Congo ne s'est jamais mis debout pour dire commençons par rédiger le cadre institutionnel de chez nous. On saute sur la Constitution. Non, la Constitution n'est rien. Il faut d'abord décider du Congo que nous voulons. Alors, dans ce destin, les objectifs globaux vont être tracés et on pourra alors dire quels sont les choix politiques, les choix économiques et les choix sociaux conformes à la volonté du peuple. Okay. Et ce sont ces choix-là qui seront traduits dans la Constitution à travers les droits, les devoirs, et puis même les institutions, le choix des institutions. Pourquoi un Parlement bicaméral? Pourquoi? Qui a dit qu'on a besoin d'un Parlement bicaméral? Ou même d'un Parlement sous cette forme-là? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas, par exemple, un conseil des sages? Un conseil des sages à l'image du Sénat romain, par exemple, de l'époque impériale. Donc, je suis en train de dire ceci. Nous devons comprendre que le Congo que nous avons aujourd'hui, il a été créé artificiellement par le roi Léopold II. La Belgique a hérité en 1908 et nous en avons pris les rênes, en fait, le gouvernail, le 30 juin 1960, comme j'étais en train de dire, sans avoir préparé notre marche, parce qu'il fallait d'abord fixer le port, dire que le Congo que nous voulons, le voici. Nous naviguons, nous quittons aujourd'hui pour arriver à telle date, par exemple, en 2025, à tel port. Mais aujourd'hui, c'est trop tard de parler de 2025. Moi, je propose le port de 2085, c'est-à-dire la date, l'année où le Congo sera bicentenaire. Ça devrait être ce Congo-là que nous devons fonder, que nous devons dessiner et mettre en place des textes constitutionnels, c'est-à-dire les institutions qui nous permettent d'atteindre, de pouvoir réaliser ce Congo-là. Aujourd'hui, même si on injecte, Prince, 100 milliards chaque année pour construire les infrastructures, eau, électricité, voirie, routes, assainissement, etc., eh bien, le Congo, notre Congo, institutionnellement, avec le cadre institutionnel global que nous avons, nous ne pourrons jamais consommer plus de 10 milliards chaque année. Nous sommes incapables de conduire des chantiers suivant les règles de l'art qui puissent
absorber plus de 5 milliards aujourd'hui. C'est pourquoi, sans exagérer, je dis 10 milliards par an. Nous sommes incapables aujourd'hui. D'où, ça ne sert à rien de mobiliser des ressources sans modération. Il faut d'abord commencer par définir les cadres institutionnels, organisationnels et stratégiques qui nous permettent de réaliser le Congo que nous voulons. Si vous permettez, je vous donne un exemple. Un simple exemple. Allez-y. La route de l'université, avenue de l'université, qui commence depuis Saint-Louis jusqu'à Inikin, à Livoulou, intendance. OK? Cette route, c'est 9750 mètres. Donc, j'arrondis à 10 km. En 2004, le BSECO avait lancé l'appel d'offres pour réhabiliter cette route-là. Les travaux avaient commencé en 2005. Et je me rappelle que j'avais fait un article dans Le Potentiel, une tribune pour dire que nous n'aurons pas cette route. Regardez, depuis 2005 jusqu'à 2025, ça fait 20 ans. C'était déjà le BSECO sous Matata Pognon, je me souviens. Et outre les interventions directes de BSECO, l'hôtel de ville a également lancé des travaux sur cette même route. Regardez qu'en 20 ans, avec plusieurs interventions, la ville de Kinshasa a été incapable de se doter de 9750 mètres de route. Je ne sais pas si vous avez déjà une tribune encore en rapport avec la route de l'université. Mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa fait quand même quelque chose pour cette route. Comment voyez-vous ça? Pour la route, non. Vous savez, j'avais lancé une tribune à la suite du programme du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Au mois d'août de l'année passée, il avait lancé un programme Kinshasa et Zobonga. Je lui avais écrit pour dire Kinshasa et Kobongate. Ce n'était pas par défaitisme ou par... ok? Vous avez écrit au gouverneur pour lui dire Kinshasa et Kobongate. Mais il n'avait pas accusé réception, en tout cas. Alors, en décembre dernier, j'ai lancé une tribune. Kinshasa et Kobongate. C'était une lettre ouverte aux deux chambres du Parlement, à l'attention du député Cheo Kitundu et du sénateur Jean Bamanissa. Okay? Malheureusement, aucune réaction. J'explique pourquoi Ekobonga T. C'est un chantier, Kinshasa, c'est un chantier gargantuesque. Vous savez, ce n'est pas que les gens n'ont pas la bonne volonté, non, mais ils ne mesurent pas l'étendue, la profondeur, la largeur du chantier. Pour un tel chantier, il faut une organisation adaptée. On n'a pas d'organisation. Regardez rien que la question de l'assainissement de la ville. Quelles sont les structures? J'ai vu Raskin, ok? Aujourd'hui, il y a des brigades. Oui, non. Écoutez, non, ça ne se fait pas comme ça. J'avais fait la remarque d'ailleurs au ministère de l'Environnement, lors des États généraux du portefeuille et même lors de Expo Béton l'année passée, pour dire le Congo devra changer de logiciel. Vous savez, aujourd'hui, à l'extérieur, c'est quoi? Le ministère de l'Environnement. C'est l'environnement qui a la charge de l'assainissement. Eh bien, le ministère de l'Environnement, son leitmotiv, c'est Congo, pays solution. Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai dit c'est risible. C'est ridicule même, excusez-moi. C'est ridicule d'aller à travers le monde fanfaronner pour dire que nous sommes pays solution pour l'humanité, pendant que nous-mêmes, nous sommes incapables d'apporter des moindres mesures d'assainissement à nos populations. C'est un chantier qui dépasse les capacités organisationnelles, institutionnelles de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa mérite un gouvernement, pas 10 ministres, mais il y a une implication du gouvernement central. Non, ça c'est la mauvaise chose qu'il faut.
Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que le gouvernement central, le ministère de l'Environnement, fait pour l'assainissement de la ville de Kinshasa? J'avais conduit une étude institutionnelle en 2016-2017. Après moi, il y a eu même un atelier avec les partenaires techniques et financiers du gouvernement pour dire voici la question de l'assainissement. Pour la prendre en charge, il faut l'ériger même en cause nationale, majeure. Il faut un cadre institutionnel. Il y a même des textes qui ont été préparés, adoptés. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on demande de l'assainissement à Kinshasa, on parle de Raskin. Ah non. OK? Raskin ne voit qu'une seule ou deux, trois composantes, pas plus. L'assainissement, c'est plus complexe, s'il vous plaît. La lutte anti-érosive, c'est toujours dans l'assainissement. La gestion des déchets solides, déchets liquides, les déchets hospitaliers. Okay? Il y a des questions d'une sensibilité extrême et d'une ampleur extrême qui demandent que la ville de Kinshasa soit dotée d'un mini-gouvernement uniquement pour la prise en charge de la question de l'assainissement. On ne peut pas demander au gouverneur avec 10 ministres qu'il a aujourd'hui d'assumer. Raskin dépassé. Raskin ne comprend même pas sa mission d'assainissement. Okay? Je n'exagère pas. Okay. Dans ma tribune, j'explique ce qu'il faut. Les autres pays du monde. Alors, j'ai donné un exemple. J'ai dit, prenez le marché central, Zando. J'attends voir, Prince, comment on va assurer l'assainissement de ce marché central. Vous savez, quelle quantité? Allez à ancien combattant ici à Kasavubu. Vous voyez la route. Il y a des montagnes des immondices qui poussent au milieu de la chaussée. Alors, tout ce qu'on va produire comme déchets solides et autres au niveau du marché central, quotidiennement, comment on va évacuer ça? Il semble que le site d'enfouissement, c'est au-delà de l'aéroport. Combien de véhicules de ramassage? Combien de boueurs, combien de véhicules de ramassage vont évacuer et à quelle heure? Avec les bouchons d'embouteillage que nous avons aujourd'hui. Ils vont passer par où? La nuit, vous avez des embouteillages qui font parfois jusqu'au-delà de minuit, s'il vous plaît. Alors, combien de véhicules qui feront combien de rotations chaque jour pour évacuer? Alors, pour ne prendre que ça, l'eau. Est-ce qu'on peut exploiter un marché de cette importance sans de l'eau courante 24 heures sur 24 dans ces installations? Parce que vous savez que les aliments frais, là, la viande, le poisson, etc., sont délicats. Donc, si les vendeurs et autres, qui sont des mini-abattoirs qu'on aura, tout ça, ils n'ont pas de conditions d'hygiène suffisantes. Mais ce sera un foyer qui va répandre des bactéries autres, à la base peut-être des épidémies. Ce qu'il devait faire retarder une fois de plus l'ouverture de ces marchés, vous pensez que c'est le problème d'assainissement? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais parce que le gouvernement parle des routes, Oui, mais c'est tout cela, c'est lié. Voirie. Mais je préfère qu'on ne prenne pas le risque, par exemple, d'ouvrir, d'exploiter ce marché dans les conditions actuelles. Si on n'a pas résolu le problème d'assainissement, préalablement, s'il vous plaît, on risque de nous exposer. Monsieur Bongongo, vous avez eu la chance de sillonner d'autres cieux et jusqu'aujourd'hui, vous avez encore le mouvement que vous faites dans d'autres pays. Dans ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez conseiller au gouverneur de faire en ce qui concerne l'assainissement? Bon, si les services du gouverneur, parce que, vous voyez, j'avais pris le gouverneur au mot. Lui-même, quand il était arrivé, en tout cas au mois d'août, le premier mot qu'il avait utilisé comme diagnostic au plan environnemental, c'était chaos.
Daniel Bumba, gouverneur de la ville, avait dit c'est un chaos, c'est le chaos. Et alors, pour traiter les chaos, il ne faut pas des demi-mesures. Il faut de gros moyens, il faut de grosses mesures. Mais ce qui m'étonne, c'est que l'autorité congolaise, la classe dirigeante, ne lit pas. Elle est fermée. Or, chaque être humain a ses angles morts. Il faut que l'autorité soit aiguillonnée par toutes les intelligences, toutes les contributions qui viennent de toutes parts. Je ne suis pas en train d'accabler pour dire tel est incompétent, non. Je veux tout simplement que nous soyons conséquents nous-mêmes. Quand nous posons un diagnostic, le gouverneur avait dit c'est un chaos. Et ce mot, il a répété 2, 3 fois. J'ai suivi moi-même. Et réellement, il n'y a pas mieux comme diagnostic que le mot chaos. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait pour traiter le chaos? Ah non, ce n'est pas les mesures que nous avons aujourd'hui ici. Raskin, j'avais vu son DGA aller, je crois, au pont Matete là-bas, dans le quartier des Marais, dire voilà, nous allons mener des engins. Mais non, monsieur, ce n'est pas un problème d'engins. Il y a des endroits où les engins n'accéderont pas. Donc, vous voyez, quand le diagnostic est mal posé, il n'y a pas possibilité qu'on ait une solution. Donc, ce que je dis au gouverneur, c'est d'écouter avec le moins de filtres possible ce qui s'est dit. Ce n'est pas pour le critiquer négativement. Ce n'est pas avec un esprit de critique. Non, moi, quand j'écris, c'est avec un esprit critique. Mais le titre, juste le titre, là, ça choque déjà. Ah oui, mais justement, vous devez lire. Vous dites, mais comment il ose dire ça? Ok? Non, j'avais fait exprès. Kinshasa est Kobongate. Et c'est vrai que est Kobongate. Vous voyez les chantiers qu'on a commencé. J'ai pris la route Elengue-Sala, j'ai vu. Mais ça, c'est 1 millionième des chantiers qu'il nous faut. Alors, nous allons attendre combien? 100 ans pour pouvoir, à ce rythme-là. 100 ans, c'est comme par exemple, je parlais de gouvernement plus globalement, pour dire RDC 65 ans. Pourquoi est-ce que nos gouvernements ne réussissent pas? Parce que, entre nous, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas. Êtes-vous sûr qu'ils ne lisent pas? Ils ne lisent pas. Vous remarquerez que le courrier, par exemple, vous pouvez poser un problème sérieux. Nos ministres ici, systématiquement, ce sont les directeurs de cabinet ou leurs agents. Son Excellence, monsieur ou madame la ministre, me charge d'accuser réception de votre lettre. Ce n'est pas croyable. Avez-vous rencontré déjà quelque chose pareil? Mais moi-même, depuis des mois, des années, que je pose mes problèmes personnels. Dernièrement, j'avais écrit au ministre du Budget en rapport avec la réduction du train de vie des institutions. Et j'avais indiqué des pistes de solutions pour le gouvernement pour réduire la facture d'eau et d'électricité des instances officielles. OK? Et je disais qu'on pouvait même réduire pour l'eau jusqu'à 30%, comme ça, par un traitement administratif. Okay. Et des mesures pratiques ici, au niveau d'assainissement des réseaux, des camps militaires, des campus universitaires, des hôpitaux. Allez, par exemple, la clinique quinoise. Regardez. S'il y a l'eau. Cela n'a pas été pris en compte. Non. C'est le directeur de cabinet adjoint, directeur de cabinet qui m'écrivent Son Excellence, Monsieur le ministre, me charge d'accuser récepteur de votre arrêté. Il vous indique qu'il y a déjà un arrêté en préparation. Mais qui parlait d'arrêté? Pour assainir les ayants droit. Donc, visiblement, ils n'ont pas lu. Et j'avais rebondi pour dire, monsieur, de préférence, taisez-vous, si vous n'avez rien à dire. Et quels étaient les moyens soutenus dans votre lettre? Mais non, c'est le moyen. C'est un projet qui a été étudié. Moi-même, j'en étais l'auteur, enfin le conducteur de ce projet-là. On avait dépensé de l'argent. On avait dépensé de l'argent, financement banque mondiale, etc. Mais ces études dorment dans des tiroirs de la Régie des eaux et du gouvernement.
Mais je dis, mais c'est pas croyable. Cette eau-là, prétendument facturée pour les camps militaires, vous ne trouvez pas cette eau là-bas. Hein? OK? Il y a au moins 30% de plus. Alors, faisons les économies et cette eau-là, orientons vers les populations qui en manquent. Je vous donne l'exemple. Moi-même, j'habite à Cité Mobutu. OK? Ancien DGA de la Régie des eaux. Je fais parfois 4-5 mois sans une goutte d'eau, s'il vous plaît. Et sans une goutte d'eau, quelle vie, quelle qualité de vie. C'est pourquoi ne me demandez pas de comparer. Il n'y a pas à comparer. Et comment faites-vous pour vivre? Oui, mais nous nous réduisons dans les forages. OK? Ah oui, il y a même des ministres dans les quartiers qui ont forêt. Et nous allons nous approvisionner là-bas. Bon, la qualité, on essaye de gérer. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci. Il faut que les gouvernants s'ouvrent, qu'ils apprennent à lire. D'ailleurs, c'est une maladie, je l'ai dit, c'est nous tous, les élites, entre guillemets. Hein. Il ne faut pas que Pépin Guillaume Manjolo, le ministre, les philosophes, m'entendent dire, mais c'est tout ce que nous avons comme élite, c'est nous. Il n'y en a pas d'autres. Acceptons que nous soyons des intellectuels, ces élites. Eh bien, je suis en train de dire que le mantra, c'est que toutes les élites du pays sont coupables. Il n'y a pas indexé XY. Les élites religieuses, morales, coupables. Les élites politiques, économiques, administratives, scientifiques, techniques, artistiques, je dis intellectuelles, tous nous sommes coupables de l'échec du Congo. Alors, mettons-nous en mouvement. Et c'est ça l'essence du mouvement que je suggère. Masada. Donc, plus jamais notre Congo tombera. Et fondons ce Congo-là. Ouvrons un grand chantier de réflexion. J'avais appelé ça grand débat national novateur. Okay. Pour la construction d'un Congo moderne. Et je disais, si le président de la République adhère à ça, nous pouvons conduire la chose jusqu'au bout, toutes les forces du pays, et demain l'histoire retiendra que c'est l'Ata Congo. Vous savez, la Turquie moderne, Atatürk, c'est un homme qui s'est levé et dit non, nous modernisons la Turquie. C'était parti. Nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi dire, nous voulons notre Congo à nous, qui puisse nous appartenir en propre. Parce que j'ai fait un clin d'œil à Maître Banza, hein, Gabriel, qui est professeur aussi d'ailleurs à l'université de Lubumbashi, eh bien, qui avait fait une thèse pour dire, je crois que c'est le Soft qui avait repris des extraits, pour dire que le Congo ne nous appartiendrait pas en propre. Nous ne l'avons jamais eu. Alors, arrêtons de pleurer sur les laits renversés. Mettons en place une task force. Je proposais dans une des tribunes, on appelle Maître Banza, hein, Malale, ou Malale, je crois, Gabriel. Vous allez nous aider à préparer cette task force. Nous allons approcher les 14 puissances qui étaient présentes à Berlin pour leur demander à quelles conditions elles acceptent de nous céder le Congo, que désormais le Congo nous appartienne en propre. Ça, c'est un débat. Il faut mettre ça sur la table. Jusqu'aujourd'hui, le Congo appartient à ces 14 puissances. Maître Banza, ah oui, on n'est pas loin. Hein? Et vous trouvez toutes ces puissances-là. D'ailleurs, quand les gens disent non, si les États-Unis font ça, les Européens, allez par exemple en Russie. La Russie était aussi présente parmi les 14 puissances. Attention, est-ce que nous savons ce que nous voulons? Nous ne savons pas. Donc, moi, je propose que nous nous mettions en place cette task force. Je peux préparer les termes de référence. Ce mouvement-là, il sera transgénérationnel. Il ne faut pas dire c'est les vieux, c'est les anciens, non. Toutes les générations comprennent les meilleurs fils et filles du pays de toute génération-là. Okay. On doit les identifier. Ils existent. Ok. Là, vous parlez de forage qui vous permet quand même de vivre dans vos coins parce qu'il n'y a pas
d'eau potable. Est-ce que, quand vous regardez l'idée qu'a lancé le ministre Nicolas Kazadi des forages, l'idée était bonne, mauvaise, bien qu'aujourd'hui les Congolais n'ont pas ces forages, mais dans l'ensemble, comment voyez-vous cette idée? Oui, non, le problème, je suis ingénieur, j'ai lancé aussi une tribune. J'avais lancé une tribune, in lo tempore non suspecto, hein, en rapport avec le dossier forage. L'idée, ce n'est pas Nicolas Kazadi qui avait lancé le forage. Il n'y est pour rien. OK? Nicolas Kazadi, non. C'est Guy Mikulu, ministre du Développement rural, avant François Roubota. OK? Le contrat a été négocié, signé par Guy Mikulu. Et en marge même de la loi sur l'eau. Parce que le ministère du Développement rural a créé un service national d'hydraulique rurale érigé en établissement. Non, la loi sur l'eau ne prévoit pas dans ses attributions ce service-là. Un office, non. C'est mal conçu. Et alors, les forages, ce n'est pas un système, c'est un abus de langage. On devait plutôt parler de mini-système de distribution d'eau ou d'adduction d'eau. Ce n'est pas le forage, parce que vous ne trouvez pas de forage partout. Il y a des endroits où, enfin, vous ne trouvez pas des ressources d'eau souterraine partout en quantité suffisante. Alors vous allez dire quoi? Ces villages n'ont pas... Écoutez, qu'est-ce que cela représente? Cette idée, c'était quoi? 1000 localités sur les 85 000 localités du pays. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une goutte d'eau, s'il vous plaît. Et quand vous lisez, ce contrat n'avait pas de contenu. Le contrat est censé même n'avoir jamais existé. Et personnellement, j'avais analysé, chaque mini-système pouvait coûter en moyenne 62 900 dollars au lieu de 400 000. En moyenne, 62 000. Au lieu de 400 000. Oui, j'ai écrit dans la tribune. Et j'avais mis en cause justement le ministère du Développement rural. On n'aurait pas dû signer, négocier. Quand vous prenez même ce contrat, il n'y a rien, il n'y a pas de soubassement, il n'y a même pas de dossier technique. Vous n'avez même pas de sites. On n'a pas désigné les sites. On n'a pas choisi les sites. Et vous dites qu'on va forer. Ce n'est pas possible. Donc non, moi j'avais même dans ma tribune proposé qu'on attribue à Nicolas Kazadi, ministre des Finances, un prix. Comment ça? Oui, de lanceur d'alerte. Ah oui, sans Nicolas Kazadi, ce dossier n'aurait jamais été connu de nous tous. C'est lui qui a lancé l'alerte en quelque sorte. Condamné par tous les Congolais. Ah oui, moi j'ai demandé, à l'époque, j'ai demandé même qu'on crée un jury populaire, pénal. Et j'étais candidat juré dans ce jury-là. Non, vous savez, la clameur publique congolaise est assassine. Elle est impitoyable. Elle est insatiable. Et là, il faut dire vraiment que l'IGF ne nous a pas rendu un bon service. Okay? La publicité autour de ces rapports a été quelque chose de néfaste pour la marche de la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, on confond détournement, vol, tout ça. OK? Quand les juristes vous prennent, non, une fois que l'argent quitte tel compte pour aller dans tel compte, c'est un détournement. Ah oui, mais ça s'appelle détournement. Mais quelqu'un qui sort l'argent par le biais de ceci, met dans sa poche, ça c'est du vol. Et puis, quand ces rapports sont menés, il y a le contradictoire. Il est
bienséant que l'inspecteur transmette son rapport à l'autorité de tutelle qui a commandé l'audit ou l'inspection, quitte à l'autorité à communiquer, à disposer comme il entend. Mais ces messages, bon, politiquement, un certain contexte, c'était peut-être positif, mais malheureusement, moi j'ai dit, j'avais écrit une tribune pour dire « Libérons provisoirement Caméré ». À l'époque, les gens m'avaient dit « Mais c'est pas possible ». Ah oui, j'expliquais également. Là, dans les procès 100 jours. Ah oui, j'expliquais. D'ailleurs, ce n'était même pas un procès 100 jours, parce que le procès, c'était logement préfabriqué, là. Hein? On n'a pas eu de procès sur tous les programmes 100 jours. Non. J'avais proposé plutôt qu'on crée une prison. J'avais sollicité même qu'on mette à ma disposition de l'argent pour qu'en Boulambemba, j'érige une prison. Il y a déjà un problème avec Moutamba dans la construction de prison. Non, une prison, là, je disais qu'on nous enfermait tous, nous, anciens dirigeants, avec un calepin et puis un paquet de stylos, sans téléphone. On dit, monsieur, vous êtes présumé détourneur ou voleur, vous qui avez occupé des postes de responsabilité. Nous vous enfermons dans cette prison haute sécurité. Faites la déclaration pour dire que vous restituez à l'État propriétaire son dû. OK? Vous remplissez, en un jour, vous pouvez sortir, vous rentrez. OK? Tout le monde peut sortir, et puis maintenant, on prend le dossier. Et ça, c'était le procès que j'avais proposé, la formule. À l'époque, je disais, fait le cardinal Mosengo, Monseigneur Marini, Bondo, pouvaient être nos confesseurs là. Mais attention, monsieur, vous avez fait la déclaration. Si demain, les dénonciations, les lanceurs d'alerte, on ouvre, arrivent à démontrer que vous avez caché une partie des biens de l'État, eh bien, on va vous arracher. Parce que je proposais même qu'on laisse une quotité à ceux-là. Vous savez, même en Russie, ici, tout ça, on a connu les oligarques, tout ça. À un moment donné, il faut quand même arrêter. Donc, moi, j'ai des tribunes, j'avais dit même qu'on a cassé du sucre sur le dos de Matata, pour cette histoire de Boukan Alonso. Il y a des termes appropriés. OK? C'est osé, je sais. Que vraiment, c'est osé ce que je fais. Mais je considère que la clameur publique n'a pas le droit de tuer les fils et les filles du pays. Mieux vaut c'est hasarder à innocenter un coupable que condamner un innocent. Est-ce que vous ne défendez pas les détournements? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, dis-moi, les détournements, puisque vous avez jugé quelques-uns ou autres, tous, où sont les milliards réputés détournés? Où sont-ils? Vous savez, c'est un champ difficile. Je lisais encore Pierre Péan en France. Vous savez, même dans ces pays-là, pour rentrer dans les méandres et découvrir ces détournements, la République des mallettes, comme Pierre Péan l'écrivait, je crois, eh bien, il faut une expertise aguerrie. Et personnellement, je crois que je suis dans cette rare expertise nationale. Et donc, quand je parle, je dis, ça c'est des pécadilles. C'est des pécadilles. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que l'Afrique, nous avons cette culture-là. Vous aviez suivi le président algérien, l'ancien président Bouteflika, quand, dans son procès-là, on a appelé des anciens premiers ministres. C'est ça l'Afrique. Ah non, tous, ils ont dit qu'ils plaidaient non coupables. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif, toutes les décisions, c'était le président. Le pouvoir judiciaire, c'était le président Bouteflika. Le pouvoir législatif, c'était toujours le président Bouteflika. Et c'est un avertissement. C'est pourquoi j'ai dit ceci.
la fondation du Congo, la refondation, mais fondation par nous-mêmes Congolais, doit commencer par là. Quel est le régime, quel est le mode, le système que nous avons? Parce que nous, on n'a pas de système politique congolais. Nous n'en avons pas. Il faut commencer par se choisir ce système. Démocratie, ceci, non. J'ai évoqué l'enseignement du pape Léon XIII, en 1885 déjà. Je peux aussi évoquer certainement que Patrice Lumumba avait lu l'ouvrage « L'organisation du pouvoir en Belgique » et partant aussi dans la colonie. De 1956, c'était publié à Leverville, Lusanga, hein, Bibliothèque de l'Étoile. Hein, un certain Johan Andréen, c'est ce qui avait publié un bon livre là, hein, pour nous aider à nous organiser si nous voulons nous doter d'un bon gouvernement. Okay? Eh bien, un casting idéal. Le chef de l'État, c'est là où toute la charge lui incombe. C'est lui qui doit corriger cette maladie-là du casting. Le casting, le chef de l'État n'a pas besoin d'un premier ministre accommodant, non. Il a besoin d'un homme ou d'une femme à poigne, de mission. C'est pour des missions. Il ne doit pas être accommodant, bien pour l'humeur du chef, non. D'ailleurs, hein, pour son premier gouvernement, moi, j'étais parmi les rares à dire tout haut que le profil qui convenait à cette époque-là, c'était Albert Youma comme Premier ministre. Je l'avais dit. On ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, le chef de l'État doit dire « j'ai besoin d'un Premier ministre ou d'une Première ministre ». C'est qui? C'est Joseph ou Joséphine. Vous savez, le pharaon, quand il avait connu la famine en Égypte, quand les populations venaient, ils disaient « allez à Joseph ». Le chef ne doit pas recevoir ça. Oh, non, non, non. Le chef ne doit pas ça. Il doit choisir son Joseph ou sa Joséphine. En parlant de Albert Youma, oui. Mais c'était à PPRD de choisir qui être le Premier ministre parce que à ce moment-là, oui, tout à fait. Mais il était, lui, il était... C'est qui avait la majorité. Oui, oui, tout à fait. Bon, mais je ne sais pas. Ce n'était pas à lui de choisir. Non, le chef de l'État. Non, le chef de l'État avait un mot. Il n'était pas obligé d'accepter tout celui... Ah non, attention. C'est le FCC qui proposait les noms. Oui, proposé au chef de l'État. Mais en tout cas, Youma aussi, le nom était cité. Hein? Mais je ne sais pas, est-ce que c'est ça la clameur? Ah, Youma, Moyibi, Youma, c'est ça. Cette clameur-là est dangereuse. Vous savez, quand je prends l'histoire des entreprises publiques, c'est la seule, depuis qu'on avait lancé les réformes des entreprises publiques du portefeuille de l'État, il n'y a que la GECAMIN que le président Kabila avait sorti du bateau Tondor parce que, d'après les partenaires financiers importants, on devait fermer la GECAMIN. Okay? Privatiser complètement. Je crois que c'était là aussi un entêtement un peu de l'homme Kabila. Hein? Et curieusement, puisque GECAMIN était sorti, GECAMIN, aujourd'hui, par la suite, on a parlé Bayibi, 200 millions, 400 millions, 600 millions. Mais est-ce qu'on peut voler 200 millions dans une entreprise en ruine où il n'y a rien? Non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la GECAMIN a pu quand même redresser le front. Mais les autres entreprises, sous le bateau Tondor du Copirep, eh bien, ont été euthanasiées. Juste par cette réalisation, il fallait élever Albert Youma. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je connaissais l'homme. C'est un ancien DGA de ITEX Africa. Je suivais, c'est un homme de conviction. Vous savez, il faut un homme qui sait se lancer des défis à lui-même. OK? Moi, je suis observateur. J'ai la chance d'avoir su observer. Étienne Tshisekedi, pour passer du coq à l'âne, je disais toujours que c'est un mauvais Premier ministre à l'époque. Et je parie qu'Étienne Tshisekedi n'avait jamais rêvé de devenir Premier ministre. Lui, il rêvait de devenir président de la République. Là, vous aurez des problèmes avec l'IDPS. Ah non, pas du tout. Tshisekedi voulait devenir, il rêvait de devenir président de la République.
Le changement, ce n'est pas un Premier ministre qui change. L'impulsion du changement, c'est le président de la République. Pour lui, c'était remplacer Mobutu. C'était clair. Mais la mouvance de la conférence nationale souveraine de Fouloir, ok, on l'a entraîné au Premier ministre, parce que les gens voulaient aussi entrer au gouvernement. Mais quand vous observez bien, Étienne Tshisekedi, son profil, c'était le profil d'un président de la République. Il n'avait pas le profil de Premier ministre. Donc lorsqu'il arrivait là, il voulait prendre la place de Mobutu. Non, mais c'est normal. Il avait fait l'opposition, c'était pour renverser le régime. Mais quoi qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, quand on dit Mobutu 32 ans, est-ce que Mobutu a dirigé pendant 32 ans? Qu'est-ce qu'on raconte? Mobutu, hein, son pouvoir s'est arrêté avec la conférence nationale souveraine. Vous savez, prenez Crispin Moulumba Lukoji, Premier ministre, il avait plein de pouvoir. Ok? Ah oui, Moulumba Lukoji décidait, il nommait les mandataires, hein, au Conseil des ministres, il envoyait les textes des ordonnances à Gbadolité, Mobutu signait. Okay. Cette torpeur-là est commencée parce que si nous ne commençons pas aujourd'hui, nous n'atteindrons pas 2030 avant qu'un tsunami ait dévalé sur la ville. Merci beaucoup pour répondre à notre invitation. Juste vos derniers mots en 2-3 minutes. Oui, dernier mot, je voudrais l'adresser aux dirigeants, mais surtout à mes compatriotes du troisième âge. Élite religieuse, morale, intellectuelle, technique, artistique, administrative, économique, toutes élites donc. Nous, anciens, levons-nous. S'il faut tenir une canne, levons-nous. Engageons des échanges pour suggérer à l'autorité des voix. Arrêtons de regarder au bout du nez. Pour ceux qui ont la Bible version catholique, par exemple la Bible de Jérusalem, je leur suggère de regarder, de lire le livre de Maccabée. Deuxième livre de Maccabée, ou Martyrs d'Israël, chapitre 6, 18 à 31 versets, l'exemple de Éléazar. Okay. Éléazar, c'est un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Il disait ceci: à notre âge, donc à notre âge, à nous anciens, il ne convient pas de feindre, de peur que nombre de jeunes, persuadés qu'Éléazar aurait embrassé à 90 ans les mœurs des étrangers, ne s'égarent eux aussi, à cause de moi et de ma dissimulation. Et cela pour un tout petit reste de vie. J'attirerai ainsi sur ma vieillesse souillure et déshonneur. Je fais de ces propos d'Éléazar miens. Et pour conclure, mieux vaut une mort glorieuse qu'une vie infâme. C'est pourquoi, peu importe la réaction de l'autorité par rapport à mes sémences, par rapport à mes agirations, à mes avertissements, mais c'est mon rôle, je dois le dire. Kinshasa eko bongate, Congo eko bongate, soki to sali makamboyo, lolengo esengeli to sala. C'est-à-dire commencer, nous asseoir pour concevoir dans un chantier de réflexion le Congo que nous voulons. Être architecte du Congo que nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la postérité. Enfin que nous ayons une idée du Congo plus beau qu'avant. Ce Congo-là, nous devons nous-mêmes l'écrire, le dessiner, et ainsi donc, en un mot, en être architecte. Merci beaucoup, M. Bongongo. Vous êtes si nombreux à nous suivre ici sur RTE.